Eh bien, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent ce soir. Bonjour à toi, Frédéric, Oui, et, bonjour. et bonsoir à toi, Mathieu. Je vais profiter des prochaines minutes, le temps que chacun se connecte au live, pour introduire cette table ronde et pour vous présenter, même si Frédéric et Mathieu, on ne vous présente presque plus aujourd'hui. Donc moi, je suis Quentin Durand, je suis le directeur exécutif de Carona 7 chaînes. Carona 7 chaînes, c'est l'ONG, Mathieu, que tu as fondée il y a 20 ans. Et c'est une association qui agit et qui plaide pour un monde plus altruiste, avec la conviction que l'altruisme, que ce soit sur un plan économique, sur un plan sociétal ou sur un plan environnemental. Et notre mission, c'est Notre mission, pardon, ça a coupé un petit peu. Notre mission, c'est de s'engager auprès des plus démunis, principalement en Asie, en Inde, au Népal et au Tibet, où on accompagne à peu près 300 000 personnes dans le domaine de la santé, de l'éducation, du women empowerment et de l'environnement. Depuis peu, on ne fait pas qu'agir, on plaide aussi pour un monde plus altruiste. Donc, on organise des conférences, des tables rondes, et on essaye de vous proposer, de vous partager du contenu, des outils concrets pour cultiver l'altruisme au quotidien, pour que ce ne soit pas juste un peu une notion théorique et philosophique hors sol, mais que ça puisse s'incarner dans une pratique quotidienne et dans un entraînement du cœur et un entraînement de l'esprit. Aujourd'hui, on va aborder avec Frédéric et Mathieu la question de la place de l'altruisme dans le monde du travail. Et pour alimenter cette réflexion, on a donc invité Mathieu et Frédéric. Alors, pour une brève présentation de chacun d'entre vous, même si on ne vous présente plus, comme je l'ai dit en introduction, Mathieu, tu as cofondé Karuna il y a 20 ans, tu es un moine bouddhiste, un auteur, photographe, scientifique et humanitaire. Et Frédéric, tu es notre second invité. Après 10 ans passés dans un cabinet international de conseil en stratégie dont on entend beaucoup parler en ce moment, tu as publié en 2014 l'ouvrage Reinventing Organizations, qui a constitué, je pense, une pierre angulaire de la manière dont on considère aujourd'hui le management et la façon dont peuvent s'agencer les organisations. Je pense que tu as influencé des milliers d'organisations à engager un changement radical dans des méthodes de travail pour trouver plus de simplicité, plus d'authenticité, plus peut-être de cœur et plus de sens. Et surtout, un merci particulier à toi, Frédéric, parce que tu as accompagné Karuna en 2016 lors d'un séminaire. Je pense que sincèrement, tu as permis à l'organisation de trouver une place plus juste, en équilibre avec un souhait à la fois d'efficacité, d'impact, mais aussi comment protéger et préserver nos valeurs de travail, de coopération et d'humilité. Donc un grand merci à tous les deux d'avoir bien voulu accepter cet échange. Et sans plus ample détail, nous pouvons commencer. Donc je vous laisse la main, Frédéric et Mathieu. Très bien, puisque Karuna est l'hôte, je voudrais donc remercier de tout cœur Frédéric, pas remercier, mais exprimer ma joie de te revoir après quelques années, depuis que tu as décidé de partir aux États-Unis dans un village écologiste pour vivre en accord avec ta vision. Donc c'est une grande joie. Nous avons souvent été côtoyés, nous avons passé des belles journées ensemble. Je me rappelle aussi quand tu as participé aux rencontres avec le Dalai Lama et l'Institut Mind and Life Europe pour Power and Care, pour expliquer devant un vaste public un peu tous ces principes. Et donc voilà, des très bons moments passés ensemble. Ta pensée et tout ce que tu as exprimé reste très présent avec nous puisqu'on a essayé de notre mieux en s'interrogeant le plus souvent possible de mettre en œuvre cela. Ça correspondait parfaitement à ma vision des choses. Moi, j'ai jamais eu l'âme d'un chef, loin de là, et j'ai toujours pensé que j'étais une sorte de coordinateur parce que j'étais là un peu depuis le début. Donc voilà, je connaissais certaines choses et que je pouvais mettre ça au service de tout ça. Et donc, très naturellement, quand tu as un peu exprimé de façon plus cohérente toutes ces idées d'un organisme vivant et tout ça, ça m'a immédiatement parlé, en plus de notre amitié personnelle. Donc, juste en préambule et avant de te lancer pour le cœur du sujet, d'abord, je voudrais demander comment tu vas et raconte-nous un tout petit peu ce que tu fais maintenant aux États-Unis. Passer de la Belgique aux États-Unis, c'est un grand pas. Écoute, je vais bien. J'ai la chance effectivement de vivre dans un très bel éco-village où
où on vit en communauté de façon moins isolée et entouré de nature. Et donc, voilà, c'est un lieu magnifique, notamment en période de confinement. Je bénis ces lieux. Et depuis un an, je travaille sur un nouveau projet ambitieux dont on pourra peut-être parler un autre moment par rapport à l'urgence climatique et comment trouver au fond de nous le courage de regarder ce qui est en train de se préparer et comment s'y préparer. Et donc voilà, je suis tout feu, tout flamme par rapport à un nouveau projet qui m'occupe. Alors, puisqu'on est censé, juste avant de rentrer en ligne, on s'est dit tous les deux que nous, on ne prépare pas grand-chose. Moi, je suis trop vieux pour préparer quoi que ce soit. Et finalement, il vaut mieux que les choses viennent du cœur. On se connaît bien, on partage beaucoup de visions et d'idées. Mais juste en préambule, et encore une fois, pour t'écouter mieux, j'ai rencontré pas mal d'études qui ont été faites dans le monde du travail où on disait qu'un lieu où il fait bon travailler, c'est souvent une entreprise qui est plus prospère. Alors, pas seulement prospère dans le sens financier, bien sûr, mais prospère dans le sens que leur but, quel que soit ce but, il peut être très varié, s'épanouit. Et notamment en période de crise, ces entreprises traversent mieux les crises parce que quand on est content et qu'on est partie prenante, qui a un sens dans le lieu du travail, eh bien, on est beaucoup plus disposé à, c'est comme si on va au Tibet faire construire une école ou une clinique, on fait du 20 à l'heure de moyenne parce que les routes sont complètement défoncées quand il y a des routes, mais on est prêt à le faire parce qu'il y a un but qui en vaut la peine au bout du chemin, au bout de 8 heures de voiture. Et donc, en période de crise, ce genre d'entreprise également résiste mieux parce que depuis, tout le monde est beaucoup plus impliqué parce que ça a du sens. Donc ça, c'est vrai. Et qu'est-ce qui fait finalement, en plus du sens, c'est-à-dire faire quelque chose qui, disons, est socialement responsable vis-à-vis de l'environnement, mais qu'est-ce qui fait aussi qu'on a plaisir à travailler et qui, évidemment, normalement, le travail occupe une bonne partie de notre temps, eh bien, c'est, si on réfléchit aux différents critères, on s'aperçoit que la qualité des relations humaines est un facteur essentiel. Et ça m'a remémoré une enquête d'opinion faite par l'OCDE, donc dans les 30 ou quelque chose pays les plus développés, les plus riches, disons, où on leur disait une dizaine de facteurs qui contribuent à la satisfaction de vie. Alors, on pourrait se dire, bon, le salaire, etc. Mais c'est intéressant que le revenu, par exemple, qui évidemment compte, venait à peu près en 6e position, si je me souviens bien. Et le numéro 1, c'était qualité des relations humaines. Et quand les gens se plaignent, les gens disent, mon lieu de travail est absolument invivable, c'est pas simplement parce que leur fauteuil ou leur chaise n'est pas confortable ou qu'on ne peut pas respirer, c'est parce qu'il y a des tensions énormes, ils sont coincés entre un patron autoritaire et puis des gens qui dépendent d'eux avec très peu de marge de manœuvre, donc il y a une espèce de burn-out parce que leur créativité est complètement muselée, que même s'ils veulent faire quelque chose, ce n'est pas possible. Et donc, il y a un burn-out qui est différent du burn-out des aides-soignants, qui est une détresse empathique, mais il y a un burn-out de sorte d'incapacité de ne pas pouvoir réaliser quoi que ce soit. Donc, la qualité, finalement, des relations humaines, si on regarde bien à quoi ça tient, à la bienveillance, à l'ouverture, à l'accueil, à la coopération, à justement d'éviter des structures trop hiérarchiques, autoritaires, où on n'a absolument rien à dire, et qui sont basées soit sur la crainte, soit sur l'autorité, enfin toutes sortes de choses qui font qu'on n'apprécie pas les personnes avec qui on travaille. Il y a l'esprit de compétition. Et pour moi, le summum de tout ça, c'était une entreprise qui a fait une faillite considérable aux États-Unis et qui demandait à tout le monde de noter les autres de 1 à 5 étoiles tous les mois. Et si vous aviez plus de 5 fois 1 étoile, vous étiez en gros limogé. Et donc, c'était une entreprise de délation. On imagine de ce que ça donne. Donc, évidemment, ils ont fait faillite. Le patron est en prison. C'est une énorme entreprise que je n'ai pas la peine de citer. Ça remonte à il y a longtemps. Mais ça montre que ça empoisonnait complètement les relations humaines. Même des gens que vous aimez bien, vous étiez obligé pour survivre finalement d'essayer de leur mettre des mauvaises étoiles. Donc, voilà, en gros, du coup, la bienveillance, le fait de partager les connaissances, qu'on ne soit pas intimidé par la hiérarchie. J'avais lu aussi que le patron d'une grande banque américaine avait un ascenseur spécialement pour lui, pour monter dans son bureau, pour qu'il ne rencontre jamais personne. Chez Goldman Sachs, je crois. Voilà, donc en gros,
la qualité des relations humaines, le sens, la bienveillance, la coopération, la créativité. Donc, autant de facteurs qui rejoignent, je crois, tout à fait tes préoccupations. Et cette mini-introduction me tend la perche pour te demander de nous raconter un peu ton histoire et comment tu en es venu à ça et qu'est-ce que tu as découvert. Je sais, pour la connaître un peu, que c'est des choses assez surprenantes. Donc, je serais ravi de l'entendre à nouveau. C'est toujours un plaisir, mon cher Frédéric. Écoute, merci. Oui, donc, moi, j'ai fait une école de commerce à 18 ans. Non pas du tout que j'étais passionné par ces questions-là, mais parce que comme beaucoup de jeunes à 18 ans, je ne savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. L'école m'avait préparé à répondre aux bonnes questions, mais pas à me poser les questions essentielles. Et donc, à 18 ans, faire une école de commerce et puis sortant de là avec la possibilité de rejoindre un grand cabinet de conseil, hop, pourquoi pas, ça me garde les portes ouvertes. Et donc j'ai vraiment grandi dans cette pensée du management traditionnel qui aujourd'hui est poussée vers des extrêmes et dont on voit de plus en plus les dysfonctionnements. Et j'ai tenu là pendant quelques années, à chaque fois en me disant, écoute, je reste encore 6 mois, le temps de trouver ce que je veux vraiment faire de ma vie. Et puis, chaque fois, ça prenait plus longtemps que 6 mois parce que je n'avais pas encore découvert, ce que toi, évidemment, tu connais bien mieux que tout le monde, qu'à côté de la vie extérieure qu'on mène, en fait, il y avait une vie intérieure. Je ne le savais pas. Et que du coup, c'était très difficile pour moi de trouver qu'est-ce que je suis vraiment appelé à faire, qu'est-ce qui est vraiment sur mon chemin, parce que je ne savais pas encore qu'il y avait moyen d'écouter cette vie qui veut être vécue à travers nous et écouter ce qui est juste pour nous. Et puis un jour, j'ai eu une séance de coaching avec une femme qui a été extraordinaire pour moi, qui a changé ma vie. Ça a duré 3 heures, elle m'a mis des grosses claques. À la fin, je ne savais plus trop comment je m'appelais, mais j'avais découvert qu'il y avait toutes sortes de questions passionnantes à se poser sur moi, sur mon histoire, d'où je venais, pourquoi je réfléchissais comme je réfléchissais, pourquoi j'avais certaines peurs. Et donc, ça m'a amené à pas mal d'années vraiment très, très joyeux de développement personnel, on pourrait dire, de travail intérieur, de travail spirituel. Et en faisant ce travail-là, je me suis de plus en plus éloigné du monde, de la façon de penser du monde des entreprises. Et je continuais à accompagner certains dirigeants de grandes entreprises, des grandes banques, des boîtes pharmaceutiques, chimiques, etc. Et je continuais à parler leur langage, je savais toujours le parler, mais c'était comme si moi, je m'éloignais de plus en plus loin et que ce langage faisait de moins en moins sens pour moi. Et à un moment donné, je suis arrivé au stade où je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à travailler avec ces entreprises traditionnelles, même à faire du travail profond, des coachings individuels ou derrière des portes fermées. On allait vraiment à l'essentiel, mais je me rendais compte que les structures elles-mêmes étaient tellement malsaines que même si je ferais quelques heures où enfin on pouvait aller à l'essentiel, où enfin on pouvait parler des choses qui tenaient à cœur à ces dirigeants, dès que je quittais, la structure elle-même reprenait le dessus. Et ces notions de compétition dont tu parlais reprenaient le dessus. Et du coup, j'ai dû m'avouer à moi-même que ce que je faisais, en fait, ne changeait pas grand-chose. Et de me dire qu'au-delà du travail individuel que je pouvais faire avec certains dirigeants ou avec certains comités de direction, il y avait une question plus profonde sur les structures qui nous amènent à agir d'une certaine façon et de questionner la pensée sous-jacente dans ces structures. Et du coup, je me suis mis à la recherche en me disant, mais il doit y avoir, je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent à une vie intérieure ou à une vie spirituelle et qui ne se retrouvent plus dans le monde du travail, qui ne se retrouvent plus dans leur entreprise, ou des infirmières ou des médecins qui ne se retrouvent plus à l'hôpital, ou des profs qui ne se retrouvent plus dans le système scolaire. Et certains le quittent, mais je me suis dit, mais il doit y en avoir qui ont recréé un nouvel hôpital ou une nouvelle école ou une nouvelle entreprise depuis leur nouvelle perspective, et en fait un certain chemin, de se dire, mais est-ce que d'autres structures sont possibles? Est-ce que d'autres modes de management fondamentalement différents sont possibles? Et voilà, ces recherches-là m'ont amené à écrire ce livre et à essayer de clarifier en fait
à côté de ce modèle de management qui est en train de s'essouffler, qu'est-ce qui est en train d'émerger? Et ce qui était fascinant dans cette recherche, c'était de voir toutes sortes de personnes qui ne se connaissaient pas, qui pensaient souvent être un peu les seuls fous à vraiment pousser très très loin la réinvention d'un autre modèle. Mais en fait, ce qu'ils inventaient était souvent remarquablement similaire, comme s'il y avait quelque chose dans l'air du temps qui était prêt à émerger. Alors je dis dans l'air du temps parce qu'on voit une éclosion subite, là, pour le moment. Là, il y a vraiment des centaines, il y a des milliers d'entreprises qui se mettent en chemin et qui disent on ne veut plus de cet ancien management. Mais il y a déjà des traces, il y a déjà certaines entreprises vraiment pionnières, il y a 50 ans, il y a 100 ans. Et sur le tard, j'ai découvert un auteur qui s'appelle Douglas MacGregor. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Mathieu. Quelqu'un de remarquable dans les années 60 qui avait théorisé cette chose toute simple, qui disait en fait, il y a deux perspectives, quand il allait interviewer des managers, des dirigeants d'entreprise, il y a deux perspectives sur l'humain et sur le travail. Il appelait ça la théorie X et la théorie Y. Il y a la théorie X qui est de dire, mais fondamentalement, allez, il faut être honnête, les humains sont paresseux, sont un peu tir au flanc, limite un peu voleurs, à vouloir attirer le plus pour eux-mêmes et en faire le moins possible. Et donc, le rôle d'un management et donc les structures qu'on doit créer sont des structures qui doivent donner des ordres, qui doivent surveiller, qui doivent constamment manier la carotte et le bâton, parce que sinon voilà, on va des tirs au flanc et il ne va pas sortir grand-chose de cette organisation. Ça, c'était l'appelé la théorie X. Et puis, il y avait la théorie Y. Il voyait d'autres managers qui avaient une autre perspective, qui était de dire, ben non, pour autant qu'on ne mette pas les bâtons dans les roues des personnes, en leur mettant une hiérarchie écrasante, chacun a envie de s'épanouir, chacun, tant qu'à faire du travail, chacun a envie de faire du beau travail. On est naturellement prédisposé à s'entraider, on est naturellement prédisposé à vouloir le meilleur, à réfléchir. Et donc, le rôle du management est surtout de créer les conditions qui permettent aux personnes d'aller vers ce qu'ils ont envie de faire naturellement. Et vraiment, la grande percée de MacGregor, c'était de se poser la question, mais du coup, qui a raison? En fait, l'humanité, c'est quoi? C'est X ou c'est Y? Et sa grande percée, c'est de dire, en fait, chacune des deux est vraie. Tu nous mets dans des conditions X, avec un management qui nous surveille, qui ne nous fait aucune confiance, qui mesure tout ce qu'on fait, qui nous met constamment des objectifs, des carottes et des bâtons, on va finir par se comporter d'une façon qui va confirmer au manager, ah ben j'avais bien raison. Parce que personne n'est heureux dans ce genre de travail-là, et du coup, on va essayer d'en faire le moins possible. À l'inverse, tu crées des conditions où tu fais confiance, où tu crées des conditions d'altruisme, de coopération, et les gens vont se défoncer, et tu devras à la limite les arrêter de travailler trop. Et donc, ça te confirmera ta perspective. Donc, les deux se trouvent confirmés, et en fonction du système dans lequel on travaille, eh bien, on a tendance à prendre un parti ou à prendre de l'autre. Et je me suis dit que ça pourrait être peut-être une des thématiques intéressantes à creuser, toi et moi, et j'ai envie de voir si ça résonne pour toi. Oui, bien sûr. Parce que... J'aimais beaucoup... Oui, vas-y. Non, continue. Peut-être terminer avec ça. Je me rends compte qu'on vit dans des sociétés tellement individualistes qu'on a tendance à tout individualiser. Ma femme vient d'écrire, Hélène, un livre magnifique sur le deuil, où elle parle du fait qu'on a individualisé le deuil. Le deuil était quelque chose qui se faisait, qui se vivait dans la famille, en communauté, on portait le noir pendant... Et aujourd'hui, on parle de faire son deuil. C'est quelque chose qu'on doit faire seul, peut-être avec un thérapeute. On a individualisé la spiritualité, on a individualisé le développement personnel, on a individualisé tout un ensemble de choses. Et donc, je crois que la même chose est vraie au niveau de l'altruisme. Je ne sais pas si ça résonnera avec certaines personnes qui les écoutent, mais moi, je sens que régulièrement, j'ai une voix qui monte en moi, qui me juge, qui me dit « Ah, Frédéric, j'étais trop centré sur mes propres besoins, j'ai pas été assez altruiste, j'ai pas été assez à l'écoute des autres. » Et c'est vrai, et je travaille là-dessus comme tout le monde. Mais je trouve que c'est très déculpabilisant d'aussi regarder à côté du travail individuel qu'on a chacun à faire, de regarder quels sont les systèmes dans lesquels on baigne.
Et est-ce que ce sont des systèmes qui rendent l'altruisme, rendent la coopération facile? Ou est-ce qu'on est dans des systèmes qui, au contraire, nous poussent tellement dans la peur, dans le manque, dans un refermement sur nos propres besoins, que ça demande un effort énorme d'en sortir et d'aller vers une forme d'altruisme. Et donc, c'est vrai que souvent, des gens, quand il y a des choses qui vont mal dans une entreprise ou dans n'importe quelle communauté humaine, on dit oui, c'est les fruits pourris dans une communauté. Et un psychologue disait, mais c'est pas le fruit qui est pourri, c'est le tonneau qui est mal conçu. Et ce qui fait que ça entraîne ce genre de choses-là. Et donc, c'est vrai que déjà, si on pense que soi-même aussi, si on a une vision qui est en porte-à-faux avec la réalité, si on pense par exemple que la poursuite d'un bonheur égoïste a une chance d'être couronnée de succès et puis que c'est plus facile parce qu'on a à s'occuper qu'à une seule personne et donc on n'a rien contre le bonheur des autres, mais c'est pas notre affaire. Mais non seulement ça nous rend misérables toute la journée parce moi, ça rend personne heureux et puis on rend la misérable à tout le monde et en plus ça marche pas parce qu'on est fondamentalement interdépendant, donc c'est un échec et en plus ça vous rend la vie misérable. Dans ce genre de choses, c'est clair. Et donc, si tu veux, une autre chose par rapport au système, c'est effectivement, j'aime beaucoup, peut-être tu pourrais nous expliquer cette image, en comparant les entreprises hiérarchisées où tout est planifié, tout est vérifié, etc. Comparer ça à une horloge avec tous les rouages qui sont et puis l'auto-organisation. Et j'aimerais que tu nous expliques un peu tout ça et comment tu as découvert ça dans certaines entreprises avant de préciser la façon dont tu voulais proposer voir des choses, qui ressemble plus davantage à un organisme vivant qui se développe en fur et à mesure, qui va à droite ou à gauche selon. Et donc, je me souviens, on avait comparé ça aussi à l'organisation du cerveau. Le cerveau, et ça, quand j'ai discuté avec mon ami neuroscientifique Wolf Singer, on a fait un livre Beyond the Self, en français, c'est Cerveau et méditation, bien que ce soit pas vraiment sur la méditation, où il me disait, c'est incroyable parce que la vision, donc, d'une sorte de flot dynamique de la conscience sans un poste de contrôle qui serait l'ego, qui est en Orient. Le cerveau, c'est exactement ça. C'est probablement la structure la plus complexe de l'univers dans un si petit volume, puisqu'un millimètre cube de neurones, si on le déroulait, ça ferait 10 kilomètres. Et donc, il n'y a pas de centre de commande. C'est uniquement des interactions entre différentes aires, un système dynamique à quel point il y a une cohérence entre les différentes aires qui fait que ça marche. Et donc, on pourrait se dire quelque chose d'aussi complexe, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui contrôle ça. Et c'est justement pas le cas. Donc, voilà, si tu pouvais un peu nous expliquer comment tu vas essayer de traduire ça dans une vision de l'entreprise et aussi comment peut-être rappeler à ta grande surprise comment tu as déjà trouvé des entreprises de plusieurs milliers de personnes qui fonctionnaient comme ça. C'est toujours très frappant quand tu décris tes découvertes. Oui, écoute, tu me renvoies au moment où je faisais mes recherches et où j'ai découvert ça et ça m'a demandé une vraie reprogrammation parce qu'on a tous grandi avec un modèle inconsciemment qui est un modèle mécanique. Le modèle qu'on a hérité de la révolution scientifique industrielle est un modèle qui considère qu'en gros tout est une machine. Inconsciemment, on a une métaphore que les entreprises, les organisations sont des machines avec des rouages et on utilise toutes sortes, tu sais, de langages d'ingénieurs sur les machines, d'efficience et d'efficacité, les ressources humaines, tu vois, ça a des inputs, des outputs. Et donc, on considère qu'une bonne entreprise, c'est un bon rouage qu'on a très bien dessiné, on a mis tous les bons rouages aux bons endroits, et donc, quand la tête donne un petit coup de manivelle, eh bien, toute l'organisation va se mettre à fonctionner. Mais c'est vrai pas seulement dans l'entreprise, c'est vrai, les médecins aujourd'hui, de la médecine traditionnelle classique, regardent le corps comme une machine. L'agriculture regarde les champs comme une machine. On a des entrants, et puis voilà, il faut optimiser cette chose-là. Donc, on a une perspective qui est que le monde est une bonne machine avec des postes de contrôle. Parce que si on peut me permettre, aujourd'hui, les abattoirs et tout ça, c'est des machines à faire des saucisses, c'est plus des êtres vivants. Exactement. Mais c'est très difficile, tant qu'on ne... C'est comme des poissons qui ne voient pas l'eau, mais c'est un modèle de pensée dans lequel on a baigné, et dans lequel moi j'ai baigné. Et on est en train de voir qu'on est en train de faire une bascule dans chacun de ces domaines-là, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine, et donc dans celui qui était le mien, celui des organisations, où on se rend compte, non, en fait, il y a un autre modèle qui est bien plus puissant qui est en train d'émerger,
qui considèrent que le corps, ou qui considèrent que les sols en agriculture, ou qui considèrent que l'entreprise est en fait un organisme vivant. Tout comme tu dis, notre cerveau, avec ses 85 milliards de cellules, il n'y en a pas une cellule qui dit hey, « je suis le chef !» Et ne pensez pas trop, parce que c'est moi qui vais valider toutes vos pensées. Ça. Si le cerveau essaie de fonctionner comme ça, il s'arrêterait immédiatement. Il serait incapable de gérer la complexité s'il y avait l'entonnoir d'une hiérarchie. Et donc, ce qui était fascinant dans ces recherches que j'ai faites, c'était de trouver des entreprises, et comme tu l'as dit, y compris certaines qui sont très grandes. Il y a par exemple l'exemple que moi j'aime beaucoup citer, raconter, c'est cette entreprise d'infirmières et d'infirmiers de quartier aux Pays-Bas. Ils sont maintenant 14 000. Et ils sont 14 000 où il n'y a pas une seule relation de chef à subordonné. Ils ne fonctionnent pas comme ça. Alors ça paraît fou. Tu dis, mais attends, comment une entreprise de 14 000 personnes pourrait fonctionner comme ça? C'est complètement... Sauf que, comme tu le disais en introduction, non seulement elle fonctionne, mais elle fonctionne infiniment mieux que toutes ses concurrentes. Elle est en train de... Voilà, les infirmiers sont en train de quitter en masse les autres entreprises et d'envoyer leur CV en disant est-ce qu'on peut travailler chez vous? Parce que de tout ce qu'on entend, ça a tellement plus de sens, c'est tellement plus... Et donc, comment fonctionne Buurtzorg? Peut-être ça vaut la peine de creuser un tout petit peu, de déjà raconter l'ancien modèle, qui est ce modèle mécanique. Donc, c'est des infirmières et des infirmiers qui ne travaillent pas à l'hôpital, mais qui vont chez des personnes, souvent des personnes âgées, ou des personnes qui ont des maladies chroniques, ou des personnes qui ont des accidents, chez eux à domicile. Et cette pensée mécanique, que j'ai bien connue, moi j'étais consultant dans ce modèle-là pendant des années, mais naturellement amène à toutes sortes de choses qui font sens dans cette façon de penser. Ils ont dit, mais ces infirmières et ces infirmiers, ce n'est pas un bon modèle s'ils ont chacun leur client propre, parce que sinon, tout d'un coup, ils se retrouvent avec des trous dans leur journée. Donc, ce n'est pas efficace. Donc, on va créer un call center. Les clients n'auront plus accès à une infirmière ou un infirmier. On va chaque fois envoyer celle qui est la plus proche, qui est la plus disponible. Comme ça, hop, on optimise le temps des infirmières. Comme pour les taxis. Voilà, exactement. Et puis, ils se sont dit, mais en fait, on pourrait créer des temps normes. On va dire que faire une piqûre, c'est 10 minutes. Donner un bain ou une douche, c'est un quart d'heure. Changer un bas de contention, c'est 2 minutes et demie. Mais maintenant qu'on a des temps normes, on va pouvoir planifier la journée. Et donc, ces infirmiers, ils reçoivent le matin une feuille de papier qui leur dit tu commences à 8 heures chez cette dame-là, tu changes un bas de contention, donc à 8h02 tu as changé ton bas. Tu vois, Google calcule que tu as 6 minutes pour conduire chez le client suivant, tu es attendu à 8h08, tu mets une piqûre à 8h18, enfin voilà. Et leur journée est planifiée comme ça. Et ça a l'air extraordinairement efficace, tu vois, tu te dis, parce qu'alors maintenant, on peut du coup suivre tous les infirmières et on leur demande de mettre un code barre en autocollant sur la porte des clients, comme ça, ils scannent en rentrant et en sortant et on dit, mais tu t'es attendu à 8h18 et tu arrives à 8h20 et tu as pris, etc. Et donc après, on peut faire une analyse où on se dit, mais toi, Mathieu, tu fais vraiment bien les douches. Les douches, tu les fais en un quart d'heure. Mais les piqûres, tu prends 12 minutes au lieu de 10. Donc, on va t'apprendre pour que tu gagnes ces 2 minutes. Et donc, tout ça, quelque part, fait sens dans une certaine vision du monde, mais fait que ces infirmières et ces infirmiers détestaient évidemment leur métier. Les clients détestaient ce truc-là parce que tous les jours, ils voient une nouvelle infirmière, un nouvel infirmier rentrer dans leur intimité, qu'ils ne connaissent pas, à qui ils doivent tout réexpliquer, mais l'infirmière n'a pas le temps d'écouter parce que de toute façon, ils doivent déjà ressortir, ils ont déjà du retard. Donc, c'est un modèle à la fois très efficace et extraordinairement déshumanisant. Et quelque part, c'est une belle métaphore parce que c'est vers là qu'on va dans énormément d'entreprises avec des objectifs individualisés, avec un suivi mensuel, si pas quotidien, etc. Et puis là, il y a un Jos de Bloch, un de ces infirmiers qui a vécu ça, qui a dit c'est plus possible. Il a créé Buurtzorg. Au départ, avec 4 personnes, voilà, maintenant ils sont 14 000 en 10 ans. Et il a dit, écoute, non, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut rendre ces patients les plus autonomes et qu'ils vivent la vie la plus riche. En fait, moi, je m'en fiche des piqûres, c'est pas ça l'objectif. Et donc, ils vont s'asseoir avec ces patientes et ces patients, ils vont leur donner, en fait, où en es-tu dans ta vie? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir faire que tu ne sais plus faire? Qu'est-ce qui te manque? Quel est ton réseau de soutien? Tu as ta fille qui habite en ville. Mais vous entendez plus très bien. Est-ce que tu serais d'accord? Moi, je veux bien être là si vous rencontrez, que je puisse aussi lui expliquer comment elle peut peut-être vous aider, peut-être raccommoder les choses. Est-ce que j'ai vu qu'il y avait une jeune famille qui habitait à côté. Est-ce que tu voudrais que je vous mette en relation? Comme ça, tu pourrais... Donc, voilà. Donc,
une vision évidemment infiniment plus belle de ce métier-là. Ils retournent vers un modèle où chaque client a une ou deux infirmières ou un ou deux infirmiers. Comme ça, il y a des liens profonds qui se créent pendant des années. Et du coup, ils se sont rendus compte que les soins étaient bien meilleurs. Les gens ne vont beaucoup moins à l'hôpital en urgence puisque ces infirmiers les connaissent bien, voient ce qui se passe pour eux. Mais, alors là, c'est là que ça devient complètement fou. Le système est même plus efficace, coûte moins cher, parce qu'ils se sont rendus compte que Buurtzorg n'utilise que 40% des heures prescrites par le médecin, parce qu'après, les patients deviennent autonomes. Donc, tu vois, là où les autres essayent de gagner 2 minutes sur la piqûre, en fait, ils sont bien moins efficaces que ceux qui prennent le temps de creuser des relations profondes et de rendre les gens autonomes. Et alors, tu as donc aujourd'hui 14 000 infirmières, infirmiers, aides-soignantes, etc., qui travaillent chez Buurtzorg dans des équipes de 10 à 12 personnes qui sont sous une forme d'autogestion. Il n'y a même pas de team leader chez elles ou chez eux. Et ce système fonctionne, cartonne. Ils sont chaque année élus meilleurs employeurs des Pays-Bas. Ils grandissent à toute vitesse. Et du coup, je trouve que c'est une belle métaphore, tu vois, dans cet ancien système, dans notre ancien système de management, tout est basé sur cette théorie X, sur cette théorie que pour motiver les gens, il faut les motiver par la peur, par la carotte ou le bâton. Et donc, on a une pyramide où les places en haut sont rares, sont chères, et tout le monde se bat pour les quelques places en haut. On a des objectifs qui sont cascadants, qui viennent d'en haut, et l'idéal, c'est que chaque personne ait un objectif et que tous les mois, on vérifie si tu as réussi tes objectifs. Et si tu les réussis, on te promet quelque chose, mais si tu ne les réussis pas... Et donc, tout ça a tendance à nous ramener vers une forme de peur, de vivre dans une forme de manque, dans une forme de compétition, où on est très, très peu disponible aux autres. Et puis, tu as Buurtzorg, avec ses équipes de 10 à 12 infirmières, qui sont toutes collectivement responsables de leurs résultats, qui, du coup, vont s'entraider et qui, du coup, passent leur temps à dire ouf, là mon mardi, j'ai une journée de folie, est-ce que tu pourrais peut-être m'aider? Est-ce que tu as déjà eu un client ou une cliente qui a eu ça? Est-ce que tu pourrais venir avec moi? Et donc, il y a un niveau d'entraide dans ces structures-là qui est étonnant. Et donc, j'entends tout le temps des anecdotes, je pourrais peut-être en partager l'une ou l'autre, de choses qui se passent dans ces entreprises qui paraissent presque impensables, tu vois, dans des entreprises plus traditionnelles, parce que d'autres structures, et ce qui est fascinant avec Buurtzorg, c'est que ce sont les mêmes infirmières, Oui. même seringues, tu vois, donc rien n'a changé. Donc, ça montre à quel point les structures que l'on crée sont fortes. Et puis, il dit aussi que les malades, finalement, font moins appel à elles parce qu'ils ont plus confiance, qu'ils sont mieux soignés, et que finalement, on les sollicite moins aussi parce qu'il y a moins besoin de les solliciter. Donc, du coup, la charge de travail et la tranquillité du patient est allégée. Oui, avec des choses qui sont étonnantes, tu sais, des choses qui se passent couramment chez Buurtzorg. C'est une infirmière ou un infirmier qui, avec une patiente, va se rendre compte de choses subtiles, tu sais. Tiens, cette vieille dame n'invite plus ses amis. En fait, on se rend compte, elle est mal à l'aise parce qu'elle n'a plus de vêtements qu'elle porterait avec ses amis qui lui vont avec sa maladie. Je vais appeler la fille et je vais lui dire, tiens, est-ce que tu n'aiderais pas ta mère à acheter quelque chose? D'un coup, elle réinvite ses amis, mais en réinvitant ses amis, elle recrée du lien social. Du coup, elle va mieux. Donc, tu vois, c'est une vision très, très expansive de ce que c'est que la santé. Une chose m'avait frappé aussi, c'est qu'on se dire, bon, les infirmières, on sait qu'a priori, si elles font ce métier, c'est parce qu'elles ont envie de se dédier aux autres. Tu ne fais pas ça pour faire carrière, visiblement, surtout dans les conditions actuelles. Mais alors, tu as trouvé aussi les mêmes exemples dans des endroits totalement inattendus, comme je crois chez Favi, qui est une usine qui fait des pièces détachées pour autos. C'est le dernier endroit où on verrait de l'auto-organisation, disons. Donc et en fait, on se rend compte que c'est souvent des entreprises très différentes. Oui, effectivement, il y a des hôpitaux, il y a des écoles, et il y a des usines. Et en fait, c'est assez étonnant, mais peu de gens le savent, mais c'est dans les usines qu'on a en fait le plus d'histoires de ces formes d'auto-organisation. Parce qu'il y a en fait quelque chose de... En fait, ce sont les ouvriers sur leur machine qui savent évidemment le mieux comment fonctionne leur machine, qui savent évidemment le mieux comment planifier leur travail. Et donc, si tu crées les bonnes structures pour qu'un certain nombre d'ouvriers se mettent ensemble et disent, en fait, nous, on va gérer notre domaine, à chaque fois, ça cartonne.
à chaque fois, ça cartonne avec une fierté qui est étonnante, surtout en entreprise, en usine, où voilà, on a une culture hiérarchique dans nos sociétés qui dévalorise le travail manuel. Beaucoup de gens qui travaillent en usine ont un parcours parfois scolaire accidenté, ou ont été déconsidérés, ont eu des contremaîtres qui leur ont dit de surtout faire et de ne pas réfléchir. Et quand tu crées tout d'un coup les structures pour que dans des usines, des groupes se mettent ensemble, parce qu'évidemment, ils ont un savoir extraordinaire sur leur machine, non seulement ils cartonnent, mais il y a une fierté qui se développe là, qui est extraordinaire. Et du coup, quelque chose qui transcende même le lieu du travail. Le nombre de fois que j'ai entendu dire des personnes, en fait, ça a changé ma relation à la maison avec mes enfants, avec ma femme, parce que je suis tellement mieux dans ma peau, parce que j'ai tellement plus confiance en moi, parce que je me sens valorisé, parce que je me sens utile, parce que j'apporte quelque chose, parce que j'ai appris à écouter mes collègues. J'ai envie de te raconter une anecdote comme ça qui pour moi est magnifique. Là, c'est une entreprise au Québec, Rigitex. Ils font du fil textile, donc voilà, très industriel. C'est une entreprise familiale qui est possédée par une femme qui l'a rachetée à son père, qui a longtemps mené ça, Lisa, d'une main de maître, vraiment, elle était très, très, très top-down, jusqu'au moment où elle a fait un burn-out. Et elle dit que ce burn-out a été le cadeau de sa vie. Ça a été une ouverture spirituelle, et du coup, elle est retournée, elle a dit, mais je ne vais plus jamais gérer les gens de la façon dont je les ai gérés. Et elle a du coup proposé qu'il y ait des équipes autonomes qui se constituent autour de différentes thématiques. Qui veut s'occuper de la finance, qui veut s'occuper du planning, qui veut s'occuper. Et du coup, cette entreprise a basculé, et comme presque à chaque fois, les résultats ont dépassé toutes les espérances, ça a cartonné. Mais l'histoire que je trouve magnifique, un jour, je demande à Lisa, tiens, comment ça marche? Et elle me raconte cette histoire. Elle me dit, écoute, là, il y a quelques jours, il y a un des cercles qui s'est réuni le matin, comme tous les matins, avant de démarrer le poste de production. Ils se sont réunis juste pour faire un tour de table, comment est-ce qu'on va, ce qui déjà ne se faisait jamais auparavant, mais là, ils font ce rapide tour de table, comment est-ce qu'on va? Et il y a une personne qui n'arrive pas à parler, mais trop émue, et elle tape du coude un de ses collègues en disant « parle pour moi ». Et le collègue dit « écoute, j'ai oublié le nom, mais on va dire, écoute, Robert, voilà, c'est dur pour Robert. Hier soir, en gros, sa femme l'a mis dehors. Et il s'est retrouvé à l'hôtel, voilà, et voilà, il ne sait pas où il va loger ce soir, est-ce qu'il va retourner à l'hôtel, voilà. Et en discutant entre eux, dans ce petit groupe-là sur la production, en quelques heures, avant la fin de la journée, il lui avait trouvé un appartement vide quelque part, il lui avait trouvé un lit, il lui avait trouvé des chaises, il lui avait trouvé des assiettes, il lui avait trouvé... et le soir même, voilà, et c'était ses copains du travail qui lui avaient trouvé ça. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est que jamais ça se serait passé dans l'ancienne version. Parce que les gens ne se parlaient pas, parce que les gens avaient peur un peu les uns des autres, parce qu'on était en compétition les uns des autres, parce qu'il y avait un manager qu'il fallait satisfaire, et parce qu'on n'avait pas l'espace pour ce genre de choses. Et donc, du coup, voilà, moi, au-delà de la réussite de l'entreprise elle-même, c'est ça qui me touche. C'est quand on renoue avec une forme d'humanité, et quand ça commence à avoir des effets, même au-delà de l'entreprise, mais dans sa famille, avec ses amis, où tout d'un coup, on apprend une autre forme d'écoute, une autre forme d'être en relation. Oui, bah, c'est vrai que bon, nous, on a un tout petit peu découvert ça. Aussi, la croissance organique, c'est que tu disais, c'est qu'on ne fait pas vraiment des plans à 5 ans. Et ça me rappelle des étapes dans le développement de Karuna. Donc, d'abord, effectivement, on a commencé par passion. Hein. On était 3 ou 4 au début, sans la moindre organisation légale. Et on a commencé à faire des projets parce que simplement, on avait l'occasion, on avait 1 ou 2 mécènes qui nous aidaient. Moi, j'ai consacré mes droits d'auteur. Donc, on avait de quoi faire et il y avait suffisamment à faire et beaucoup à faire, même au Tibet, au Népal et en Inde. Donc, on a commencé un peu comme des cow-boys, quoi, des Far West, sans la moindre organisation. Et puis, voilà, donc, on a improvisé en fonction des demandes des gens qui venaient nous voir. Au Tibet, typiquement, ça m'est arrivé, tu vois, à 6 heures du matin, la porte, on est à 3700 mètres d'altitude. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité.
Et la porte s'ouvre en grand, et puis tu as 3 gros balèzes qui rentrent, qui s'assiedent par terre en disant « Ah, vous avez bien dormi ?» Je dis « Ben ouais, oui, pour l'instant, ça va. » Et puis, dites donc, on a vraiment besoin d'une école dans notre village où il faut construire un pont sur cette rivière. Je dis « Un pont? Mais c'est le gouvernement qui doit faire ça. » Ah oui, mais ça fait 10 ans qu'ils construisent pas de pont. Alors, ils reviennent encore et encore. Et puis, on se dit « Ben, on peut peut-être aller voir. » Et puis, peu à peu, ben, on finit par construire des ponts. On en a construit 18. On n'avait jamais imaginé ça, certainement pas planifié. Donc, à mesure qu'on a fait ça quelques années, puis on a fondé une petite organisation parce que légalement, c'était plus facile. Mais je me souviens très bien, à l'approche de nos 10 ans, donc moi, on appelait ça les 10 ans de coup de cœur réussis. On a eu une sorte de brainstorming avec des gens très, très bienveillants, mais qui voulaient qu'on nous aide à nous organiser plus sérieusement. À vous structurer. Alors oui, ça va pas. Il faut vraiment une structure. Et puis, il faut, où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Quel genre de budget? Je dis, bah, je sais pas, mais on verra bien. Mais est-ce que vous voulez passer de 1 million à 2 millions? Vous voulez doubler? Vous voulez quoi? Ben, je dis, ben, je sais pas. D'abord, on ne sait pas si ça marchera. On ne sait pas si le besoin sera là. Ben, on va voir, quoi. Et puis, est-ce qu'on aura des gens qui veulent nous aider? Est-ce qu'on aura suffisamment d'amis qui veulent rejoindre la famille de Karuna pour que ça fonctionne? On verra bien. Alors ça, c'était anathème dans ce genre. Ben, on va dire, bon, Mathieu, il réfléchit pas à l'avenir. Si ça s'arrête, mais j'aurais même eu le malheur de leur dire, vous savez, si ça marche pas, si cet organisme ne se développe pas, au bout de 10 ans, on fait un grand pique-nique. On se dit, voilà, pendant 10 ans, on a aidé un certain nombre de personnes. On se réjouit, on dédie les mérites et puis c'est fini. Vous voyez, il est vraiment pas intéressé par le futur de son organisation. Et puis finalement, une autre dizaine d'années est apparue. Et puis, on n'a pas capoté, on a augmenté, mais tout doucement, sans presque nous en rendre compte. Et on a essayé de mettre en place un système qui corresponde, si on ne sait pas les mêmes noms peut-être, mais à celui que dont tu as eu la vision. Et notamment, on a cette idée qui vient absolument de toi, on a créé des cercles. Donc, au lieu que, effectivement, il y a une sorte de top-down, on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui étaient compétents dans certaines choses et qui avaient des compétences multiples. Donc, ils n'avaient pas simplement une compétence. Moi, par exemple, je suis photographe et puis je me débrouille d'aller à droite à gauche. Moi, j'ai la casquette photographe, entre autres. Il y a besoin de photos pour faire des rapports. Donc, on a fait des cercles. Alors, il y a le cercle, bien sûr, du terrain, qui est les projets eux-mêmes, pour la raison pour laquelle on fait tout ça. Il y a le cercle légal. Moi, j'y connais strictement rien. Il y a le cercle de lever, on parle de fundraising, moi je préfère parler de friend-raising, c'est-à-dire de trouver des amis, des nouveaux amis. Il y a la communication. Bon, moi je suis photographe, je donne mes photos, mais à part ça, je n'y connais rien. Les réseaux sociaux, ce n'est pas tellement mon truc. Et donc, on s'est dit que plutôt que d'avoir des antennes localisées, c'est une forme de structure, ça, de dire, voilà, il y a les Américains, il y a les Canadiens, il y a les Suisses, il y a l'Inde, etc. De se dire, bon, de tous les pays du monde de la famille de Karuna, tous ceux qui estiment qu'ils ont des compétences à apporter à un cercle particulier peuvent joindre ce cercle et en sortir s'ils pensent que voilà, ce n'est pas vraiment leur truc. Donc, on essaie de mettre ça en place. Et du coup, c'est effectivement ces cercles qui décident des questions qui relèvent de leurs compétences. Tout comme tu disais en parlant une fois d'une entreprise en Californie de cueillage de fruits, que si celui qui s'occupe de certaines machines décide d'acheter une machine, c'est lui qui décide. Il n'a pas besoin de consulter la gouvernance, etc. Mais il faut qu'il demande à ceux à qui ça impacte, c'est-à-dire si l'achat de 10 000 $ d'une machine va dans le but, créer un trou dans le budget, que d'autres sont handicapés, il faut qu'il leur demande si cet impact est acceptable, des choses de ce genre. Donc, on a essayé un peu de faire ça. Et ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Peut-être que notre ami Quentin peut nous dire 2-3 mots, vu que maintenant il y a merci, Mathieu. Plus de ça au jour le jour, que moi qui suis un peu retiré dans mes forêts. Merci Mathieu. Alors peut-être avant de vous détailler les outils qu'on a mis en place en interne dans Karuna pour préserver et protéger nos valeurs de travail, il y a quelques petites questions qui ont été transmises dans le chat. Oui. Donc peut-être une question pour toi, Frédéric. Penses-tu que la rentabilité d'une entreprise, qui est donc nécessaire à sa survie, est compatible avec la prise en compte de l'individu dans sa totalité?
non seulement je le crois, mais on le voit à chaque fois. Chaque fois que tu as des entreprises qui, à un moment donné, font ce chemin-là, font cette bascule-là, les résultats, y compris économiques, mais aussi humains, mais aussi parfois environnementaux, etc., sont extraordinaires. Parce que tout d'un coup, voilà, au lieu d'être limité par des formes de peur de compétition, les gens se donnent à fond. Si je prends l'exemple de cette entreprise au Québec, là, Lisa, elle m'a dit à quel point ses marges ont explosé. Alors, juste au moment où elle avait fait ce changement, ce voyage spirituel où elle avait de moins en moins intéressée par l'argent, elle en gagnait de plus en plus. Mais si je me souviens bien, ces marges voilà, sont passées de 3 à 13%, quoi, ce qui, dans cette industrie-là, est impensable. Donc oui, c'est... Et en même temps, si je peux me permettre, souvent les gens sont obsédés par la rentabilité, disant c'est en pressant les gens davantage, comme des citrons pressés, en faisant davantage de travail, ils s'imaginent que c'est comme ça qu'ils vont rentabiliser la main-d'œuvre, alors que c'est tout le contraire. C'est en laissant s'exprimer la créativité et la joie de travailler. Exactement. C'est en focalisant moins sur les résultats qu'on a des meilleurs résultats à la fin. C'est paradoxal. Ça. Merci. Alors, une deuxième question. Par quoi commencer pour concrètement favoriser l'altruisme dans une entreprise privée ou publique à l'heure actuelle? Il y a 10 façons différentes de répondre à cette question-là. Pour moi, il y a déjà un travail que je trouve très précieux, qui m'arrive de faire de temps en temps avec des dirigeants, avec des personnes, c'est déjà de vraiment pour soi-même questionner qu'est-ce qui en fait ne me convient plus dans le modèle actuel et qu'est-ce qui m'attire, où est-ce que je sens un appel, et de vraiment solidifier en soi cette envie, cet appel. Parce qu'on va rencontrer énormément de personnes qui vont nous dire « Ah ouais, mais non, c'est pas comme ça que ça marche, il faut, comme disait Mathieu, il faut presser les gens comme du citron, mais t'es idéaliste, mais t'es naïf, mais t'es… » Et donc, plus on a une assise solide, plus pour soi-même on a clarifié en fait, voilà où je me retrouve hors intégrité avec le modèle actuel. Et voilà ce qui m'attire. Je ne sais pas encore comment je vais y arriver, mais je sens que c'est ça qui m'attire. Plus je vais être fort pour y aller. Parce que quelque part, c'est une aventure dont on ne connaît pas exactement le chemin et on le découvre en y allant. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose qui me vient à la chose, c'est de se rendre compte que en fait, c'est un besoin, une envie que beaucoup d'autres personnes dans l'entreprise ont également. Donc, plein de personnes se pensent être seules en se disant « je suis la seule ou le seul à être mal, je suis la seule ou la seule à imaginer, à rêver autre chose. Et si j'ose en parler autour de moi, les gens vont croire que je suis fou. Et en fait, si on en parle de la bonne façon, on se rend compte qu'il y a plein d'autres gens qui ont ces mêmes envies et ces mêmes aspirations. Et donc, c'est de se trouver des alliés pour ne pas être seul. Et puis après, une des choses qu'on peut faire, c'est de commencer petit. C'est de se dire déjà autour de moi, avec ce que moi je peux faire, je ne sais pas si je suis au milieu de l'entreprise, si je suis un manager au milieu de l'entreprise, mais déjà avec mon équipe, on va déjà s'amuser, on va déjà essayer de faire autre chose. La prochaine fois qu'on me demande d'en haut de définir des objectifs, au lieu de le faire seul comme manager, je vais le faire avec toute l'équipe. La prochaine fois que je vais que je vais à une réunion, je demande qu'il y ait quelqu'un de mon équipe qui aille à ma place et je vais lui faire confiance. La prochaine fois qu'on a une réunion, s'il y a pas mal de personnes en dessous de moi, je vais mettre 2 chaises vides que n'importe qui peut utiliser. Et donc, il y a des gens du bas de l'usine qui ont envie de venir à la réunion, ils viennent, ils verront. Voilà. Comme ça, tout d'un coup, il n'y règne plus la peur de qu'est-ce qui se décide derrière ces portes fermées. En fait, n'importe qui peut venir. Les 2 premiers qui viennent, ils prennent les 2 chaises. Donc voilà, de commencer à expérimenter autour de soi avec toutes sortes de pratiques. Voilà. Et c'est aussi peut-être faire appel à l'humanité, évidemment, des gens, au lieu de simplement de leur fonction. Et je me souviens, Jody Williams, qui avait eu pour son organisation le prix Nobel de la paix pour le traité des mines antipersonnelles, disait qu'au moment où il y avait la discussion finale entre tous les États, donc elle avait une voix au chapitre un petit peu parce que son organisation était déjà connue. Et elle avait d'abord imaginé des choses pour réveiller ce côté humain. Alors, elle avait mis une haie
dans l'entrée du congrès où se décidait ce traité, il y avait de part et d'autre une cinquantaine de personnes en chaise roulante qui avaient perdu leurs jambes ou quelque chose en sautant sur une mine déjà. Donc les délégués en rentrant et sortant, ils voyaient ça. Elle faisait exploser une détonation à l'extérieur toutes les minutes, ce qui était à peu près tout l'espace de temps qu'une personne sautait sur une mine antipersonnelle dans le monde. Et puis, quand elle a eu la parole, elle dit, écoutez, là, vous êtes en train de vous disputer sur des virgules et des points-virgules pour votre traité, mais quand vous rentrez chez vous, vous avez une famille, vous êtes des êtres humains. Donc maintenant, c'est le moment des êtres humains, ici et maintenant. Et finalement, donc, l'ensemble du traité a été voté. Et ça, donc, c'est vraiment tout à fait essentiel d'amener cet aspect de l'humanité parce que les gens, finalement, ne demandent que ça. Et très souvent, ils vous disent, oui, on voit bien que le système marche pas, mais dès qu'ils sont ensemble en congrès ou en conférence, ben ils sont obligés de retomber dans le même système parce que c'est comment sauver l'euro, c'est faire ceci, c'est faire cela, même s'ils savent qu'au fond d'eux-mêmes, que le système est complètement déraillé. Et si on voit qu'un système où il y a 20 personnes qui ont la même fortune que les 25% les plus pauvres de l'humanité, on se dit bien qu'il y a quelque chose qui est fondamentalement malsain et qui est dysfonctionnel à tous les degrés, quoi. Merci. Et peut-être pour vous partager donc l'évolution qu'on a menée dans Caruna suite à Frédéric, l'accompagnement que tu avais effectué en 2016. Nous, un des principaux défis et ce qui nous paraissait essentiel, c'était de faire redescendre des valeurs très théoriques qui nous inspiraient tous et qui nous motivaient tous dans des outils extrêmement pragmatiques et très concrets. Donc, ces 2 dernières années, on a vu J'ai envie juste de t'interrompre un instant pour donner un tout petit peu de contexte parce que je peux imaginer que des personnes qui nous écoutent sont en train de se dire « Ouais, mais l'exemple de Karuna, c'est bien sympa, mais ils ont Matthieu à la tête, c'est tous des bouddhistes, ils méditent. Donc, évidemment que c'est facile chez eux de faire ça, mais dans mon entreprise, ce n'est pas comme ça. » Et j'ai juste envie de donner ce morceau de contexte, c'est que probablement beaucoup d'entreprises les plus dysfonctionnelles sont des entreprises ou des organisations dans le giron de courants spirituels. C'est souvent dans le giron de courant spirituel qu'on trouve parfois des choses qui sont extraordinairement, justement parce qu'on croit qu'on est en... Voilà. Donc, ce que vous êtes arrivé à faire m'inspire énormément et je suis déjà en train de penser à toutes sortes d'autres organisations que je connais dans des girons spirituels avec lesquels j'aimerais vous mettre en contact parce que si vous y étiez arrivé, si vous avez réussi, je pense que ça peut en inspirer beaucoup d'autres. Donc, tout ça pour dire que si vous êtes dans des entreprises plus traditionnelles et que vous écoutez Quentin, ne vous dites pas c'était facile, au contraire, c'était pas gagné d'avance. Ouais, tu as été l'inspiration de tout ça, bien sûr. Et en fait, on avait 3 nouvelles thématiques qui sont apparues suite au séminaire qu'on avait avec toi. La première, c'était celle de l'autogouvernance, dont Mathieu a un petit peu parlé avec cette organisation de cercle. La deuxième, c'était celle de tendre vers l'effacement de l'ego. C'est bien sûr tendre vers. Et la troisième, c'est celle de la reliance. Alors, sur la thématique, par exemple, de la reliance et de l'effacement de l'ego, au début de chaque réunion, et c'est vraiment un outil du quotidien, on va pratiquer 1 ou 2 minutes de méditation, simplement faire un petit retour au corps. Ça va constituer une sorte de sas, de décompression de ce que je faisais avant et de la réunion dans laquelle je rentre, et permet aussi de retrouver et se retrouver vers les sensations corporelles. Le deuxième outil qu'on a mis en place, je pense que vous êtes nombreux, vous qui nous écoutez, à le pratiquer pour certains et certaines, c'est celui de la météo intérieure, c'est celui du check-in. C'est-à-dire qu'on va commencer toutes nos réunions. Donc, on a un bâton de parole qu'on se passe et on va chacun exprimer notre météo intérieure. Donc, c'est vraiment pas il fait beau à Paris où il y a des nuages. C'est vraiment quelles sont les émotions qui nous traversent aujourd'hui. Et tout ça favorise la reliance. C'est-à-dire que si je sais que un de mes collègues ou une de mes collègues vit un moment familial compliqué en ce moment, tout de suite, je vais rentrer en résonance, rentrer en empathie avec elle ou en compassion, et ça va favoriser mon écoute active et ma bienveillance. Et le troisième outil qu'on a mis en place, c'est un outil très concret aussi, c'est celui des cartes de valeurs. Donc, par exemple, on s'est posé la question, quelles sont les valeurs qui guident notre travail ? Non pas les valeurs en termes de communication externe, de dire nous, on est transparent, on a de l'impact, on est efficace, etc. Mais vraiment, quelles sont les valeurs de travail ? Et ça peut être aussi simple qu'une carte comme « inviter la joie ». Et c'est-à-dire que quand on est dans une réunion où on pense qu'il manque un peu d'enthousiasme ou il manque de joie, au début de la réunion,
on peut simplement choisir une carte et expliquer pourquoi on l'a choisie. Donc, ça peut être inviter la joie. On peut prendre, par exemple, la carte de l'écoute active, si on pense qu'il faut plutôt se mettre dans une posture d'écoutant plus que de celui ou celle qui va prendre la parole, et ainsi de suite. Et enfin, le quatrième outil que moi, je trouve vraiment magique, c'est le processus de résolution des tensions. Et c'est toi, Frédéric, qui avait mis le doigt dessus pendant le séminaire. C'est de se dire que les tensions, si elles émergent, déjà, elles ne sont pas négatives. Elles appartiennent à l'organisme vivant. Et c'est de se dire que s'il y a une tension qui apparaît, déjà, on peut s'en réjouir parce que c'est la tension de tout l'organisme vivant. Et au sein de Karuna, on a prévu quand des tensions apparaissent, alors c'est pas non plus souvent, mais quand des tensions apparaissent, on a tout un processus de résolution. Il y a un espace d'écoute qui est ouvert pour que les gens puissent exprimer leur tension et proposer des résolutions de ces tensions-là. Donc ça, c'est vraiment 4 outils qu'on a essayé de mettre en place pour favoriser l'altruisme au sein de Karuna. Et peut-être une question qui est liée à ça, qui a été écrite dans le chat, qui est de savoir comment mettre en place une telle dynamique lorsque la hiérarchie s'y oppose et demande de la structure et de l'ordre. Alors, je peux juste répondre parce que moi, j'ai vécu un peu sous ça. Et pour te rassurer, Frédéric, qu'on a été des bons élèves, en fait, toutes ces belles idées qu'on a exprimées, c'est pas du tout que finalement j'ai la moindre réserve. Je suis absolument enchanté, mais ça vient absolument pas d'une initiative que j'aurais proposée. C'est vraiment émergé. Telle personne a proposé les cartes, une autre personne a proposé l'idée de la météo intérieure, et la résolution des conflits, ça vient en grande partie de ta vision. Donc mais en fait, j'ai participé à la découverte de tout ça au fur et à mesure, au même titre que tout le monde. Donc, c'est certainement pas un processus de chef qui a soi-disant une bonne idée et qui la force à la mettre en pratique. Et donc, je découvre aussi bien que les autres, et c'est très intéressant de voir que finalement, on découvre tous. On n'a pas l'impression qu'il y a une personne qui est à l'origine de ça en particulier. Et c'est ça, un vrai dialogue. Ça me rappelle aussi notre dialogue avec mes amis Alexandre Jolien et Christophe André. Et ce qui avait beau dans nos dialogues, c'est qu'à chaque fois qu'on abordait une question, on savait pas vraiment ce que l'autre allait dire. Donc, il y avait cet aspect de découverte. C'était pas qu'on sait déjà à l'avance. Bon, lui, on connaît très bien son point de vue sur cette question. Et à chaque fois, on était surpris et inspiré par le développement que l'autre faisait. Et donc ça, c'est bien un organisme vivant. Il y a toujours cet élément de surprise qui fait qu'on ne peut pas planifier, ça va aller dans cette direction dans 5 ans. On voit bien les branches qui montent sur une maison. On ne sait jamais trop si elles vont aller à droite, à gauche, la vigne vierge. Et donc, c'est ça qui caractérise un organisme vivant. Donc, il faut avoir confiance, mais la confiance est nourrie par la santé de l'organisme. On voit bien si un arbre est en bonne santé, si une plante pousse bien ou si elle est chétive et si elle se flétrit. Oui, alors Karuna a eu la chance que toi, tu vibrais dans ce sens-là, que tu étais ouvert à ça. Et évidemment, il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans cette situation-là, qui, eux, ont plutôt un chef ou une chef qui croit à cette ancienne méthode du contrôle du top-down, qui a peur que les choses lui échappent. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Mais je crois qu'il y a toutes sortes de choses à faire. Au passage, peut-être, je ne sais pas s'il y a moyen, mais j'ai fait toute une série de vidéos qui parlent de ce sujet-là spécifiquement. Peut-être qu'on pourra partager le lien d'une façon ou d'une autre pour les personnes qui voudraient les découvrir. Elles sont accessibles gratuitement, librement. Mais il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire parce que, paradoxalement, c'est un système, tant qu'on délivre un certain nombre de résultats, en fait, il nous laisse pas mal de marge de manœuvre. Et un jour, quand j'en discutais avec un groupe, il y a quelqu'un qui m'a utilisé une image, il me disait mais moi je fais ça depuis des années. Il me dit moi j'ai ouvert, il avait appelé ça the shit umbrella, j'ai ouvert le parapluie qui protège de la merde qui vient d'au-dessus et qui en fait protège mon équipe. Et en fait, avec mon équipe, on fait toutes sortes de choses qui font sens, et voilà, j'arriverai peut-être jamais à convaincre ceux de l'étage du dessus. Mais il y a en fait déjà énormément de choses qu'on peut faire. Et beaucoup des outils que tu as décrits, Quentin, peuvent très bien être faits. On peut très bien faire un check-in. Alors, si
si le check-in avec 2 minutes de méditation, ça paraît trop étrange dans certaines entreprises, ben, on peut faire la version que faisait Favi pendant un temps, où on commence par simplement remercier quelqu'un d'autre. On fait un tour de remerciement. Mais déjà, d'être dans un remerciement nous sort d'une forme d'égoïsme, nous remplit déjà cette pièce de gratitude et ça change la dynamique de la réunion. Et pour notre équipe, on pourrait faire des cartes de valeurs comme tu as fait. Pour notre équipe, on peut décider d'un certain nombre de processus de résolution de conflits. Pour notre équipe, on pourrait décider de faire un truc sympa où on partage des choses en dehors du travail pour qu'on se connaisse à un niveau plus profond. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on peut déjà faire au niveau de son équipe sans avoir besoin de l'aval de la hiérarchie. Bien. Des petits soucis de connexion de mon côté. Très bien. Et ben, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette table ronde. Peut-être Mathieu ou Frédéric, si vous aviez quelque chose à rajouter ou à préciser par rapport à ce qui a été échangé. Ben, ce que je peux dire quand même, c'est que toute cette idée est extrêmement riche et que voilà, ce n'est pas simplement une nouvelle théorie, mais qu'il y a des mécanismes, parce que, comme dit souvent Frédéric, l'auto-organisation, ce n'est pas le chaos. Un organisme vivant ne fait pas n'importe quoi. Et donc, il y a des mécanismes pour décider des conflits et des choses que j'aime beaucoup. Par exemple, c'est la façon dont, dans certaines entreprises, et j'ai connu quelqu'un qui avait la plus grande entreprise de travail temporaire en Allemagne à l'époque, et les gens, comme souvent les entreprises auto-organisées, décident de leur propre salaire et du temps de vacances. Mais comme ils sont tous solidaires de la bonne marge de l'entreprise, du coup, ça marche beaucoup mieux. Et toi, tu décrivais comme quoi on peut décider de son salaire, mais il faut l'afficher. Donc, il faut que tout le monde le sache. Donc, ce n'est pas des combines. Et puis, on en discute de façon ouverte. Et donc, toutes ces choses-là, à partir du moment où on ose le faire, par exemple, cette entreprise-là, cet ami allemand me disait que pratiquement personne ne l'a quitté, sauf s'ils avaient des raisons de santé ou devaient absolument bouger, etc. Parce qu'il y avait une immense satisfaction. Et ça marchait très bien, parce que si on vous laisse le choix et que c'est public, vous n'allez pas être déraisonnable. Vous savez très bien que ça marche pas, quoi. C'est pas fiable. Et donc, voilà, c'est toute une vision des choses, d'une famille, d'une fratrie, de gens qui vivent ensemble, qui travaillent ensemble, qui œuvrent ensemble, qui se respectent, qui coopèrent. Et voilà, ça marche beaucoup mieux. C'est comme les animaux sociaux. Et la coopération, c'est l'avenir. Et ce n'est pas seulement… bon, peut-être on n'a pas le temps, malheureusement, que tu nous expliques ce que tu veux faire pour l'environnement. Mais beaucoup de grands penseurs, comme Bertrand Russell ou même Kofi Annan, disaient sans la coopération, on est vraiment fichu. Et tous les problèmes sont globaux, que ce soit la santé, que ce soit l'environnement. Martin Luther King disait on est venu dans des barques différentes, mais nous sommes tous dans le même bateau. Donc, c'est certainement la seule chose que l'évolution devrait nous pousser à faire, c'est d'être beaucoup plus coopératif et altruiste. Ça serait le trait de survie le plus utile à notre époque. Donc, juste voilà pour exprimer ma joie de t'avoir retrouvé et la gratitude d'avoir entendu et précisé certaines choses avec toi. Merci beaucoup. Frédéric, si tu veux prendre le temps de nous parler de ton futur projet, on a tout le temps qu'il faut. Voilà, puis ceux qui doivent rentrer, n'hésitez pas. L'auto-organisation, vous pouvez quitter la réunion quand vous voulez. Écoute, moi, il y avait encore deux choses qui me venaient par rapport au sujet-là qu'on discutait. C'était vraiment cette notion qui, moi, me paraît déculpabilisante de se dire que il y a notre capacité individuelle à aller vers les autres, à aller vers l'écoute, à être à l'écoute des besoins des autres, qu'on peut cultiver. Et la méditation aide évidemment. Et puis, il y a les capacités collectives par les structures que l'on crée. Et ça me touche énormément d'entendre le chemin que vous avez fait chez Karuna, comme ça me touche à chaque fois que j'entends des entreprises, des organisations qui ont su mettre en place les structures et des cultures qui permettent que cette coopération se fasse de façon beaucoup plus fluide. L'image qui me vient, c'est plutôt que de nager à contre-courant, ben en fait, on est aidé parce que le courant nous emmène naturellement dans ce sens-là. Et l'autre chose qui m'a touché dans cette conversation, Mathieu, comme à l'époque quand on avait fait cette retraite en 2016, c'est de voir ton ouverture et ton humilité face à ça et de
de permettre à cet organisme vivant de s'exprimer. Ça montre bien que tu as bien ton ego sous contrôle et que tu ne l'étouffes pas par les peurs de perdre le contrôle. Comme disait l'autre, pour ce qui est de l'humilité, je ne crains personne. Voilà. Écoute, non, mon humilité, par contre, elle est justifiée parce que prendre la tête, ça serait pas de mise, franchement. Je suis toujours surpris. Je vais te dire une chose, c'est que chaque fois qu'on a une grande réunion de Karuna, qu'on fait ça en Inde ou au Népal, il y a plein de gens formidables qui viennent. Je suis totalement émerveillé. De me dire, pourquoi est-ce qu'ils prennent le temps? C'est formidable que tous ces gens décident qu'ils vont pas prendre 8 jours de leur vie pour venir et discuter avec nous comment est-ce qu'on pourrait faire ceci, cela. Et je suis absolument stupéfait et émerveillé de ça. Et c'est une source d'inspiration et c'est formidable. C'est quelque chose qui nous rapproche parce que je vois. Alors, dis-nous en quelques mots quand même l'environnement. Juste trois mots pour nous aguicher sur la prochaine étape. Oui, écoute, oui, c'est peut-être pas facile à dire en 2 mots. Écoute, le point de départ, c'est qu'on fait face à une crise énorme et qu'on ne se réveille pas assez vite. Voilà, il y a un vrai réveil des consciences à faire. C'est bien au-delà d'avoir des éoliennes ou d'avoir du solaire. Là aussi, c'est une façon de penser qu'on doit laisser derrière nous. Et donc, on est en train de préparer quasiment une sorte de rite de passage, un vrai cheminement qu'on va proposer à des groupes, parce que à nouveau, je pense qu'on ne doit pas vivre ça seul, mais avec des groupes d'amis ou des groupes en entreprise, ou des groupes spirituels, ou des groupes dans leurs églises, qui vont passer, pour le moment on appelle ça The Week, la semaine, mais peut-être que le nom va encore changer, avec l'idée de vivre un moment très fort, un groupe qui regarde 3 films, qui nous amène dans un vrai émotionnel. Tu sais, le premier soir où tu vois tout ce qui est en train de se préparer et donc qui est très, très dur en fait, où tu vas regarder toutes les choses que tu avais peut-être cherché à ne pas voir parce qu'on se dit que là, ça va être dérangeant, mais où on est bien accompagné et où du coup, on ose regarder en face ce qui est en train de se passer, où on ose commencer par regarder la vérité en face. Et puis, le bas du U, où on se fait rattraper le 3e jour, où on réfléchit ensemble, mais qu'est-ce qu'on peut faire face à cette crise. Donc, un parcours quasiment initiatique, très, très beau, très profond, qui du coup fait qu'on voit le monde autrement et qu'on voit les possibilités de ce qu'on peut faire autrement, et surtout qu'on se retrouve pas seul à le faire, mais qu'on se retrouve avec des amis, en famille, en entreprise pour faire face à cette crise. C'est la crise qui va... c'est le grand défi du 21e siècle, sans aucun doute. Je suis sûr que tu as vu le dernier film de notre ami Yann Arthus Bertrand, Legacy, Les 5 dernières minutes. C'est un plaidoyer absolument poignant et en même temps tellement juste, que nous trahissons les générations à venir. Voilà, donc il y a beaucoup de plats sur la planche. Moi, je suis un petit peu vieux pour voir tout ça, mais vous autres, vous serez encore là pour pouvoir faire changer les choses. Et alors, évidemment, on va mettre en lien et en ressources de cet événement certaines de tes conférences, Frédéric, et des ressources dont tu parlais tout à l'heure. Et comment participer aux réflexions sur ce thème de l'entreprise en tant qu'organisme vivant? Est-ce que tu as des groupes de partage ou d'échange à recommander à ceux qui nous écoutent? C'est des questions qui sont souvent revenues. Écoute, moi, j'anime très peu parce que c'est pas ma... mais je sais qu'il en existe. Sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle Open Opal. Opal, c'est la couleur qui est associée à ce genre de modèle. Donc, Open Opal pour ceux qui veulent le chercher. À côté de ça, il y a toutes sortes d'autres organisations qui existent. Il y a des cercles de réflexion à l'intérieur de l'APM, il y a un groupe qui s'appelle MOM 21 en France. Donc, il y a toutes sortes d'organisations et il suffit de googler un peu et vous trouverez celle qui vous correspond. Merci infiniment, Frédéric. Merci, Mathieu. Bien heureux de t'avoir revu. J'espère qu'on aura d'autres occasions de sortir de nos forêts et de ton village pour continuer cette conversation. Oui, avec grand plaisir. Et merci à Quentin et à toute l'équipe de Karuna d'avoir œuvré à ce moment. Ouais, merci particulier à Franck, Manon, Patricia et Pauline.
Et pour ceux qui souhaitent, celles et ceux qui souhaitent être notifiés de notre prochaine table ronde, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter, dont le lien est dans la description du live à Facebook. Merci à tous.